Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de ces vidéos, cette petite série de vidéos consacrée justement notamment aux néophytes, ceux qui veulent découvrir la voile, qui viennent de découvrir la voile fraîchement et qui ont besoin d'acquérir un maximum d'informations. C'est pour ça souvent que vous vous perdez sur une des vidéos de ma chaîne. Celles-ci, elles se sont typiquement adressées pour vous puissiez au mieux parcourir votre aventure sans encombre et sans embûches. Okay. Donc cette fois, pour que ça soit plus simple pour vous, je vais vous mettre sur ma tête. Voilà, je pense que comme ça vous m'entendrez mieux. Je vais juste vérifier qu'on est bien, qu'on a le bon mode. Hop. Hop. Voilà. Alors, on reprend. Je reprends rapidement la vidéo précédente, juste avant, où je parlais un petit peu des rudimentaires, des premières nécessités pour pouvoir partir en mer à bord d'un voilier habitable. D'accord? Donc pour cela, je vous ai parlé de passer en premier lieu des cours équivalents à un niveau 1, niveau 2 et niveau 3 de voile, FFV. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les cours collectifs FFV avec le petit tampon, etc. Ce n'est pas une nécessité. Vous pouvez très bien choisir de faire des cours particuliers un peu plus intimistes et un peu plus personnalisés. Par contre, il va falloir voir toutes les étapes que j'ai citées dans la vidéo précédente. Une fois que vous avez cela, on va passer au niveau 4, chef de bord, où là on va voir un petit peu comment on va parler des manœuvres de bord. Si vous ne les avez pas vues dans les stages précédents ou dans les cours précédents, on va insister sur les manœuvres de port, on va insister sur les mouillages, les prises de coffre, les préparations de navigation, faire la dernière vérification comme quoi vous maîtrisez parfaitement l'homme à la mer, etc., etc. Voilà, on va voir également comment faire un avitaillement et tout et tout. Je vous en ai déjà également parlé dans la vidéo précédente, donc je vous invite à la regarder. Par la suite, j'ai omis quelque chose d'assez important, mais pour moi ça coule tellement de sources que j'ai carrément omis d'en parler. Mais il est évident qu'il faut absolument passer son permis côtier. Qu'importe la législation, ne vous posez pas la question c'est légal, c'est pas légal, etc. C'est important, c'est pas important. Vous devez de passer le permis côtier avant de partir en mer, au large. Tant que vous faites de la voile légère, ça va, et que vous restez près des côtes. Maintenant, dès que vous partez au large, là, vous devez absolument, quand je dis rester près des côtes, c'est 200 mètres. Donc, dès que vous avez un habitable, vous allez forcément au-delà des 200 mètres. Et donc, vous devez de connaître impérativement tout le contenu du permis côtier. Pourquoi? Tout simplement, ce sont les panneaux d'indication, les signaux en cas de détresse, mais aussi en cas de mauvaise visibilité. En cas de navigation de nuit, même si vous n'avez pas prévu de naviguer de nuit, il peut vous arriver une avarie. Vous êtes temporairement coincé sur l'eau et du coup vous devez rentrer de nuit. Si vous connaissez aucun feu, vous êtes perdu dans le noir total, illuminé par une guirlande dans laquelle vous n'avez aucune lecture. Donc c'est pour cela que, légal ou pas légal, vous devez passer le permis côtier, ça me paraît obligatoire. Voilà. Après, si vous voulez un petit peu pousser des navigations, mais pas bien longues, mais à partir de plus de 10-15 000, je dirais, le permis hauturier devient pour moi à mes yeux obligatoire, puisqu'il va vous apprendre à travailler une carte et à préparer vos navigations. Donc déjà ça va vous permettre de savoir comment utiliser une carte, comment utiliser les outils qu'il y a sur une carte. Je vérifie sous mon Genoa qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Et donc permis hauturier, pareil, à partir du moment où vous faites plusieurs heures de navigation, vous devez préparer votre navigation, vous devez calculer, pas forcément toutes les dérives, etc. Pas obligatoire de pousser jusque là, mais au moins savoir comment on trace une route surface, une route de fond, etc. Ça me paraît obligatoire également. Sachant qu'en Angleterre, pour donner un petit exemple, c'est totalement obligatoire. Vous ne pouvez pas naviguer si vous ne savez pas ça. Voilà, en plus de ça, permis hauturier, on voit une deuxième chose qui est très importante, c'est les calculs de marée. Bon, c'est notamment si vous êtes en Atlantique, mais c'est quand même bien de comprendre, savoir le faire, etc. Donc, calcul de marée et carto, ça c'est le permis hauturier. Donc 1, 2, 3, 4, permis côtier, permis hauturier.
Un petit peu de mécanique, un petit peu d'électrique. Je reviens sur la vidéo précédente, je suis désolé, mais je suis obligé de vraiment... là, vous êtes censé prendre des notes à chaque fois, ligne. Là, je résume et je rajoute ce que j'avais oublié, c'était les permis. Mais donc, je résume pour l'instant. Après, quand je parlais de mécanique, on ne vous demande pas de comprendre le fonctionnement d'un moteur, gasoil, etc. Tout l'intérieur de comment fonctionne en détail, en ingénierie, un moteur. On va vous demander des choses simples. On va vous demander de vérifier la tension d'une batterie. On va vous demander de savoir contrôler votre presse-étoupe. On va vous demander de savoir contrôler la tension d'une courroie. Hein, c'est pas bien compliqué, mais pourtant, les gens partent en navigation, ils n'ont jamais ouvert le coffre moteur. Juste, on leur a vendu le bateau en leur disant, vous appuyez là, vous tournez la clé, vous appuyez là, ça s'allume. Et vous tournez et vous rappuyez là, ça s'éteint. Et c'est tout. Pour eux, ils prennent ça pour acquis. Fin de l'histoire, c'est comme une voiture. S'il y a un problème, on l'amènera au garage. Mais non, 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 non et non. Vous n'êtes pas au milieu de la route. Il n'y a pas de dépanneuse. Il n'y a pas, vous vous arrêtez sur le bas-côté, etc. Si vous avez un problème, ça peut être très compliqué. Donc, on se prépare à tout ça. On anticipe tout cela. Et on va contrôler ces courroies. Il faut savoir contrôler l'état du visuel d'une vanne, d'un passe-coque, etc. Voilà, des choses qui sont à la portée de tout le monde. C'est ça que je voulais expliquer. C'est vraiment des choses, savoir vérifier un niveau d'huile, savoir... c'est des petits contrôles qui prennent quelques dizaines de minutes la première fois, où vous essayez de comprendre, etc. Et une fois que vous avez vos réflexes, ça prend quelques minutes et vous avez fait très rapidement tout votre contrôle de votre bateau, des choses essentielles avant de partir. Je prenais l'exemple de l'avion qui décolle. Bon, quand vous êtes à l'arrière d'un avion, vous êtes content que le pilote et toute son équipe et tous les responsables de l'avion, ils aient fait le check-up, le contrôle impeccable, etc. Quand vous montez à bord, si vous montez à bord d'un bateau et que le capitaine ne fait pas de check-up, c'est comme si vous montez dans un avion et que le pilote et que l'équipe qui s'occupe de l'avion n'a rien vérifié. Ok? Pareil, en électricité, on demande de savoir juste analyser une tension, etc. Un court-circuit, des choses assez simples, vérifier les feux de navigation, vérifier les instruments, des choses qui au final, encore une fois, sont à la portée de tout le monde. Voilà, et j'avais conclu avec une petite formation premiers soins, que ce soit en mer ou pas, mais en tout cas une petite formation premiers soins. Voilà, avec tout ce bagage-là, vous êtes paré pour la suite. Voilà, alors pour la suite justement, je vais une dernière fois vérifier ma carto. On est parfait. Je vais boire un dernier coup d'eau. J'espère que vous prenez mesure de ce que je dis. Ne prenez pas ce que je dis à la légère et comme des banalités. Ce ne sont pas des banalités, c'est vraiment l'essentiel pour pouvoir naviguer en toute sécurité. Enfin, toute sécurité, ça n'existe jamais, mais en tout cas, en maximisant toutes les possibilités de sécuriser vos navigations, notamment tout ce que je vous raconte, les 90%, ça se fait à terre, hein, ça se fait avant de partir en mer. Hein. C'est bien pour cela que je vous parle de préparation de navigation et d'anticipation, parce que tout ce que je vous dis, ça se fait avant d'avoir les problèmes, avant de partir en mer, avant que quelque chose casse, avant que le moteur ne veuille pas s'allumer, etc. Alors maintenant que vous avez ce bagage en main et que vous avez donc acheté votre bateau, puisque si vous avez validé tout ce que je vous ai dit précédemment, vous avez toute la légitimité du monde pour acheter un bateau, faire vos armes dans le petit temps, hors saison, comme je vous l'ai souvent préconisé. Quand vous commencez, ne commencez pas en juillet, août, en plein été, quand il y a un trafic de fous furieux, qu'il n'y a pas une seule place dans le port, etc. Pensez justement à vous entraîner pendant les moments où vous avez un peu plus, où la période est un peu plus calme. Je vérifie sous mon Genoa, tout va bien. Il y a juste un bateau qui est parallèle à nous là-bas, un gros bateau. Alors maintenant on va parler de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas être. Et vers quelle direction se diriger. Vous êtes fraîchement chef de bord, vous êtes fraîchement capitaine, vous venez d'endosser avec toutes les responsabilités que j'ai citées précédemment
le rôle de chef de bord. Maintenant, quel genre de chef de bord vous voulez être? Voilà. Je rappelle encore une fois, déjà la première chose, avant toute chose, avant de parler de vous, parlons des autres, d'accord? L'idéal, avant de quoi que vous fassiez dans votre vie et avec votre bateau, le principal aux yeux des autres, hein, c'est un petit peu, je sais pas comment le dire, mais si vous voulez, le principal c'est déjà de ne pas déranger les autres, hein. Donc pour cela, on va en premier lieu déjà ne pas rentrer dans le bateau des autres, donc il faut maîtriser ses manœuvres en hors saison, sur des pontons vides, etc. et pas se lancer directement dans le grand bain quand il y a 20 cm à droite, 20 cm à gauche et que vous n'avez déjà aucune notion de ce qu'est le pas d'hélice, la marche avant, marche arrière, etc. et vous vous lancez comme si c'était une voiture. Voilà, ça c'est vraiment à proscrire. Donc vers quel genre de chef de bord se diriger? Je vous ai longtemps parlé de la différence entre la vertu première, la vertu primordiale d'un chef de bord, c'est clairement l'humilité avant toutes les autres et de très loin. C'est parce qu'elle résume tout en fait, elle fonctionne pour tout, que ce soit l'entretien, la météo, la navigation, dans toutes les situations, la vie au port, etc. Dans toutes les situations, l'humilité fera de vous un bon marin, d'accord? Et à contrario, tout ce qui est ego, orgueil, sursaut d'ego, etc., ça mènera forcément à des discordes, à des mauvaises manœuvres, à des mauvais réflexes, voire à se faire mal, que ce soit faire mal au bateau ou se faire mal à soi-même. Donc là c'est important parce que là c'est maintenant que vous prenez vos responsabilités et vous vous dites, est-ce que je suis laxiste sur ce genre de choses ou au contraire, est-ce que je mets un point d'orgue à justement à être très minutieux sur tous ces détails pour que mes navigations se passent bien et que mes personnes à bord se sentent en confiance, en sécurité, qu'elles aient envie de revenir, qu'elles repartent avec un bon souvenir et que vous n'ayez pas foutu la frousse à tout le monde. Je pense que c'est aussi important. Vous allez voir que quand on se retrouve avec le bateau en crabe au milieu du port qui fait n'importe quoi, avec le moteur qui cale, bon bah on n'a pas bonne figure, hein. Comprenez que c'est difficile de garder la tête haute. Et alors il y a soit ceux qui vont du coup s'énerver, prendre le dessus et commencer à rejeter la faute sur tout ce qui existe autour de soi. Alors s'ils sont en solitaire, ça va être le courant, le vent, le ponton, comment est amarré le voisin ou n'importe quelle idiotie pour se dédouaner d'une faute qui est sienne. Et alors le pire, c'est en équipage, notamment en duo, où là la personne qui est à l'avant, la pauvre personne qui peut strictement rien faire parce qu'elle n'est pas maître ni du moteur ni de la barre, se fait pourrir et devient responsable de ne pas avoir arrêté le bateau ou je ne sais quelle idiotie, encore une fois, parce que la personne en tête, en chef, aura toujours raison. Voilà, ça c'est totalement faux. Je fais un vrai appel à tous les gens qui naviguent en tant que, entre guillemets, équipiers ou notamment couple, femme ou mari ou les enfants ou les amis ou quoi que ce soit. Vous êtes à l'avant en train de faire une manœuvre, on vous donne un rôle. Il faut bien savoir que voilà comment la situation se passe à chaque fois. C'est-à-dire que le chef de bord n'étant pas du tout au fait de ce qu'il doit faire et de comment il doit briefer ses personnes, etc. parce que lui-même étant au fond de lui en train de stresser parce que ne maîtrisant pas ce qu'il est en train de faire. Attendez, je fais ma veille quand même. Ne maîtrisant pas ce qu'il est en train de faire, il est déjà un petit peu comme ça au fond de lui, mais il le fait pas voir, hein, donc du coup on sent déjà une petite tension à bord qui n'est pas censée être, ok. À ce moment là, la personne qui du coup se rend compte au dernier moment de ce qu'elle va devoir faire, le chef de bord, va donner un ordre rapide, complètement dénué de sens
sans avoir briefé la personne au dernier moment, à la personne qui est à l'avant, qui doit peut-être, je sais pas, prendre la garde, prendre une pointe, retenir le bateau, faire quelque chose. Mais si vous donnez un rôle à la personne, sachez que moi, quand je donne un rôle à quelqu'un à bord de mon bateau, même s'il n'a jamais navigué, ça m'arrive de leur donner un rôle pour qu'ils apprennent, qu'ils se sentent intéressés, etc. Déjà, première chose, tout chef de bord doit savoir amarrer son bateau en solitaire. Déjà, ça règle tous les problèmes. Déjà, ça règle tous les problèmes pour les équipiers qui se font pourrir à longueur de journée. Sachez que le chef de bord doit savoir amarrer son bateau en solitaire. Bon, après, si c'est des 45 pieds, c'est encore une autre histoire. Mais dans un monde où vous allez jusqu'à 30, 32, 34 pieds, 30, voire 36 pieds, le chef de bord, c'est lui qui guide, qui manœuvre son bateau, et c'est lui qui réussit ou pas la manœuvre. Voilà. Après, il a du monde, tant mieux, ça aide, c'est toujours mieux. Il n'a pas de monde, tant pis, il est censé savoir le faire. Donc ces personnes-là se font briefer au dernier virage 10 secondes avant d'arriver. Et pour donner mon exemple, personnellement, je briefe les gens à l'entrée du chenal. Parce qu'au moins, ils ont le temps de réfléchir, de mûrir ce qu'ils vont devoir faire. Et si jamais ils ont des questions, ils peuvent le poser. Et souvent, je le fais avec beaucoup de pédagogie. Et à la fin de l'explication, où je leur explique en détail ce qu'ils doivent faire avant même que la situation se passe, avant même que le stress monte, à ce moment-là, je leur dis, est-ce que tu as bien compris tout ce que tu dois faire? C'est oui, c'est non. Si c'est non, c'est pas grave, on réexplique tout de A à Z, on a le temps. Si vous le faites à 10 mètres du ponton, s'il y a un truc qui est mal compris, parce que le jargon, parce que le lexique, parce que ci, parce que ça, parce que vous vous entendez pas, parce que le vent, parce que quoi que ce soit, il peut y avoir plein de situations. Et bien tout simplement, la personne ne sait pas quoi faire. Et du coup, vous allez jeter la faute, le chef de bord va jeter la faute sur cette personne-là, alors que c'est à la base un défaut de lui, de sa propre personne, qui n'a pas briefé correctement son équipage en lui donnant des consignes. Voilà. Donc, vous êtes à l'avant du bateau. La personne qui est à la barre responsable, ça doit être le chef de bord. La personne qui est à la barre responsable, qui rentre dans le ponton, qui explose le bateau voisin, qui rate sa manœuvre ou qui vous écarte et que le bateau se retrouve en crabe, ou alors vous ne pouvez plus sauter du ponton, du bateau, enfin vous ne pouvez plus descendre du bateau jusqu'au ponton. À ce moment-là, c'est le chef de bord qui doit avoir toujours une manœuvre un plan B pour pouvoir ressortir de sa place, etc. Mais c'est en aucun cas à vous de vous faire pourrir, d'accord? Donc si vous vous faites pourrir, bon, sur le moment, la personne est tellement sur son ego et dans la déception d'avoir raté la manœuvre, etc., que c'est toujours très difficile de parler à ce moment-là, de débriefer à chaud. Mais par contre, à froid, n'hésitez pas, quitte même à inverser les rôles. Des fois, les personnes les plus patientes, les plus calmes, sont souvent les plus à même à faire des belles manœuvres de port bien briefées et surtout bien décomposées, hein. Le secret d'une bonne manœuvre de port, c'est de tout bien décomposer et de savoir ce qu'on fait. Voilà, encore une fois, la navigation en solitaire, ça reste la meilleure école, puisque là, vous ne pouvez compter que sur vous. Et les manœuvres de port en solitaire sont extrêmement compliquées. Donc là, vous ne pouvez pas dire retiens, tire, largue, etc. Voilà, maintenant, si vous avez du monde à bord, profitez-en, mais briefez-les correctement. C'est vous le chef de bord, c'est à vous la responsabilité d'avoir la pédagogie. Voilà ce qu'on voit au niveau 4, chef de bord, que les gens malheureusement court-circuitent trop. Ils s'arrêtent trop souvent au niveau 3, sachant, ayant fait toutes les manœuvres, se disant prêt à naviguer. Mais non, niveau 4, vous allez voir aussi la vie à bord, comment on parle à un équipage. Parce que le but ultime d'un chef de bord, évidemment, c'est de mener tout le monde à bon port, en bon état, en bonne santé. Voilà, mais en plus de ça, si vous pouvez faire en sorte qu'ils ne soient pas malades, qu'ils aient été intéressés, qu'ils aient fait deux, trois petites manœuvres, appris quelque chose, parlé un petit peu de la nature, et tout ça avec le sourire et sans être malade, bon bah là c'est la vraie victoire. Vous ne cherchez rien d'autre en tant que chef de bord quand vous avez du monde à bord. C'est pour ça que moi, mes navigations en solitaire, je prends un vrai plaisir, parce que là je suis 1 à 1 avec la nature.
et je peux vraiment là profiter pleinement. Et si j'avais du monde à bord, je serais constamment à une oreille, un œil dessus pour savoir si tout le monde va bien, si les gens sont bien positionnés dans le bateau, s'ils sont pas à un endroit dangereux, si la retenue de baume est bien en place, si personne ne marche sur le pilote, si tout le monde a bien bu, tout le monde a bien mangé. Voilà, tout ça c'est primordial, c'est votre rôle de chef de bord. Un bon chef de bord, c'est une bonne pédagogie, beaucoup d'humilité, savoir mettre pas tout le monde au même niveau, mais savoir ne pas jouer qu'il n'y ait pas de hiérarchie à bord. Voilà, hein, c'est-à-dire que moi en tant que chef de bord, j'explique bien dans mon brief, il y a écrit pas de querelle à bord, s'il y a un problème, voir avec le chef de bord, pas parler de ci, pas parler de ça, etc. Mais en gros, écoutez les consignes de sécurité. Mais techniquement, je parle à mes équipiers comme je vous parle à vous, en toute simplicité, en étant le plus pédagogue possible. Mais au moins, avec cette douceur de ton, ça me permet que si à un moment, quelqu'un fait une erreur grave qui pourrait mettre sa santé, son physique en danger, typiquement assis au mauvais endroit ou en train de choquer la GV à 5 cm du taquet ou alors de mal wincher, etc., de prendre des risques au moment de wincher les écoutes. À ce moment-là, je dis, alors c'est pas ferme, mais en tout cas c'est sur un autre ton. Et vu que tout le restant du temps j'ai été cool, là ils comprennent instantanément que ça c'est important et du coup l'information passe en un quart de seconde. Voilà. Alors que si vous passez votre temps à gueuler sur les gens, bah forcément au bout d'un moment, la fois où il faut gueuler et que c'est important, ils vont pas s'en rendre compte. Voilà. Donc comprenez un petit peu que dans le rôle de chef de bord, il y a vraiment cette capacité à ce que la navigation se passe bien. Voilà, ça c'est à ce que tout le monde soit heureux. Si à la fin il y a un drame et que au moment de boire un coup à la fin de la navigation, et ben tout le monde fait la gueule, ou alors que vous avez vécu une petite frayeur, ou même que vous êtes rentré dans un bateau, des trucs comme ça, bon bah c'est pas du tout la même ambiance. Et là il faut surtout pas, si vous êtes encore une fois, si vous êtes équipier, il faut surtout pas voilà. Bon, si on vous a donné un ordre clair et précis, expliqué 15 fois et que vous êtes raté, là ça peut arriver. Mais encore une fois, même là, c'est le chef de bord qui a mal jugé votre capacité à accomplir cette tâche. Tâche qu'il est censé savoir faire tout seul. Attention, très important. Ne vous faites pas pourrir parce que le chef de bord compte sur vous de par son incapacité à manœuvrer le bateau. Voilà. Bon, il y a des bateaux où il faut être plusieurs, etc. C'est toujours bien d'être plusieurs, je dis pas, hein. Mais attention, c'est pas parce que vous êtes à 3, à 4 que ça répartit le rôle de chef de bord à 3-4, comprenez-le bien. Donc, voilà un petit peu l'idée de vers quel chef de bord vous voulez être. Voilà, un bon chef de bord, typiquement, quand il rentre et qu'il finit sa nave et qu'il réussit sa manœuvre de port, à ce moment-là, soit il voit que son équipe, elle est KO technique, tout le monde est patraque, les gens en peuvent plus, ils veulent qu'une chose, c'est aller prendre une douche, aller aux toilettes, etc. Bon bah là, il prend sur lui et du coup, il va ranger tout le bateau lui-même en laissant son équipage tranquille en break parce qu'ils en peuvent plus. Maintenant, si vous avez un équipage qui est encore en bon état parce que vous avez fait une navigation correcte pour eux, étudiée pour eux, bon bah il faut ranger le bateau, etc. Et c'est pas on accroche les amarres et on se barre boire un coup. Ça n'existe pas. Parce que si vous faites ça, typiquement la drisse de GV qui est encore attachée à la GV, et ben si elle n'est pas déclochée et déportée sur les filières à l'extérieur du mât, hein, et ben là vous allez emmerder tous les voisins pendant que vous êtes tranquille en train de boire un coup. Donc encore une fois, ce n'est pas ni aux voisins de déclocher vos drisses, ni à vos équipiers de le faire. C'est la responsabilité du savoir-vivre du chef de bord de déclocher ses drisses et de surtout pas essayer de les saucissonner le plus possible le long du mât, parce que plus vous les saucissonnez, plus ça va taper fort. C'est pas parce que vous partez qu'il n'y a pas de vent, que ça claque pas, que quand vous allez vous barrer pendant un week-end ou une semaine ou 6 mois,
et ben que l'écoute, que la drisse, elle va pas claquer quand il y a du vent comme un enfer. Donc ça c'est important, vérifier que personne ne saute sur les catways, voilà, pour le plaisir des voisins direct. Vérifier que personne ne court sur les pontons pour pas qu'ils s'explosent les doigts de pied dans les taquets. Voilà, ces choses là, bon ben c'est uniquement le chef de bord qui est censé avoir la connaissance. Partez du principe, si vous naviguez tout le temps avec la même personne, c'est une chose, vous acquérissez vos compétences à deux, donc c'est la meilleure chose. Mais personnellement, à chaque fois que je navigue avec du monde, c'est très souvent des gens qui ont quasiment jamais, voire jamais navigué sur un habitable, voire jamais navigué tout court. Donc je suis obligé de prendre tout de A à Z à chaque fois, et c'est un réel plaisir. Et ça me permet, j'adapte mes navigations en fonction. Voilà, je choisis des navigations qui sont adaptées pour le niveau de chacun et l'intérêt de chacun. Et comme cela, ça se passe bien. Voilà, donc prenez conscience que comment vous placez vos pare-battes, comment vous vivez la vie au ponton, etc. C'est au chef de bord aussi de savoir dire là, attention, on parle un peu fort. Attention, là, je ne sais pas, mille et une choses. On ne fume pas de cigarettes quand on passe entre les bateaux, par exemple. Voilà. Ça, les gens ne le savent pas. C'est pas de leur faute. Il faut forcément gentiment leur amener, leur faire découvrir votre monde et leur amener dans comment on vit dans un port. Voilà, les gens ne sont jamais montés sur un ponton. C'est interdit pour le public de monter sur un ponton. Donc techniquement, ils n'ont aucun code. Et c'est à vous de les apprendre, c'est à vous de les partager. Et c'est à vous d'expliquer avec bienveillance. Encore une fois, vous n'êtes pas un chef, vous n'êtes pas un tyran. Vous êtes censé avec bienveillance expliquer aux gens comment on se comporte en mer, sur l'eau, au port, dans les capitaineries également, le comportement avec le respect de l'hygiène, des choses comme ça, etc. Tout ceci, ce n'est que la responsabilité du chef de bord. Voilà. Donc si on commence à vous accuser à tort et à travers d'avoir mal agi alors que vous avez été mal briefé 10 secondes au préalable, pensez que vous avez un droit de répliquer et de contredire ce que vous prenez en pleine tête à chaque fois avec orgueil, aucune remise en question, etc. C'est vraiment triste, hein. C'est triste, hein. Et ça, c'est des scènes qui sont malheureusement du quotidien, des personnes qui ratent la manœuvre et ça finit en drame. On va arrêter ça tout de suite. C'est leur 3e navigation, ils sont déjà en train de penser à revendre le bateau. Bon bah, du coup, c'était peut-être bien de faire un peu de voile avant, quoi. Peut-être qu'acheter un bateau, tester, voir si ça nous plaît et peut-être le revendre ou peut-être acheter un plus gros ou je ne sais quoi, c'est peut-être pas du tout la méthode et la manière à apprivoiser la mer et apprivoiser ces choses-là. Allez naviguer sur plusieurs bateaux, regardez quelle est la dimension de bateau qui vous intéresse le plus et au moment où vous êtes en totale responsabilité et conscience de ce que vous faites, prenez le bateau de vos rêves comme moi j'ai pris Saori et que jamais de la vie je n'en changerai pour rien au monde parce que le bateau est parfaitement adapté à tous mes besoins, à 100% de mes besoins. Et que plus gros j'aurais pas pu, plus petit j'aurais pas pu, plus large j'aurais pas pu, moins large j'aurais pas pu, plus haut non plus. Donc il est exactement idéal par rapport à justement l'expérience que j'avais et les connaissances de ce que je voulais éviter, etc. etc. Je vous invite à regarder la beauté de ce que c'est de naviguer comme ça en solitaire à la proue de son bateau. C'est beau, c'est pour ça que je vous le partage, c'est pour ça que je vous invite. C'est pour ça que mes vidéos sont à chaque fois une invitation à naviguer, mais je me dois j'ai cette responsabilité aujourd'hui, voyant que les gens partent sans aucune expérience sur l'eau, j'ai cette responsabilité de vous dire ne prenez pas les vidéos comme acquis, ne prenez pas ce que vous lisez sur internet comme acquis, rien ne remplace la pratique, il faut la théorie et la pratique, mêler les deux, que de la pratique ça ne sert à rien, que de la théorie ça ne sert à rien, pensez que on fait mieux, qu'on sait mieux, sachez aussi que la navigation ça fait 8000 ans que l'homme navigue sur la Méditerranée,
Ça fait donc des milliers d'années que l'homme améliore sa navigation, parfait sa navigation. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, en 2023, vous, moi, tous les petits marins que nous sommes, personne ne va révolutionner, à moins d'une exception, mais personne ne va révolutionner le fonctionnement d'un voilier. Hein. Donc tous ceux qui débarquent dans des voiliers et qui essayent de refaire tout alors comme ils ont pensé, vu, lu, truc, imaginé, sachez que souvent le bricolage c'est souvent très mauvais et il n'y a rien de mieux que de garder le bateau comme il a été pensé de série. Vous pouvez faire des améliorations, mais dans tout ce qui est structurel, plomberie, électricité, notamment l'électricité, je vous invite à retrouver le schéma d'origine de votre bateau et à essayer de le refaire parfaitement tel qu'il a été conçu. Hein. Pareil pour l'aménagement du bateau, etc. Ne vous amusez pas à repenser le bateau, à vous dire que oui, j'ai lu ça quelque part. Donc, je pense que, comme je vous dis, les bateaux, ça fait énormément de temps que l'homme navigue et on ne va pas plus révolutionner que ça, nous. Hein. Après, bien sûr, la course au large et tout, c'est autre chose. Mais en soi, nous, on va pas non plus être plus intelligents que les ingénieurs. Voilà. Bon, après, on parlera aussi qu'il faut se méfier que des ingénieurs également, puisque les ingénieurs, eux, ils construisent pour que ça coûte le moins cher et que ça tienne. Hein. Donc, des fois, c'est pas forcément le plus costaud non plus, le plus fiable possible, puisque eux, justement, s'ils sont ingénieurs et si on leur demande de travailler, c'est pour que mathématiquement, ils soient pas à la limite de la rupture, mais avec une marge qui calcule et qui font le minimum possible. Comme ça leur coûte moins à construire des bateaux. Voilà, écoutez, je pense que je voulais un petit peu vous responsabiliser sur justement le rôle de chef de bord. Je vous ai donné quelques pistes, la liste est longue, mais comprenez un petit peu l'idée de fond, c'est que l'ambiance générale qui règne à bord et la responsabilité de ce qui se passe, des péripéties à bord, sont sous, et juridiquement c'est le cas, hein, sont sous le rôle du chef de bord. Voilà. Donc prenez cette casquette, non pas avec orgueil, mais avec beaucoup d'humilité et du coup endosser toutes ces responsabilités. Hein. Il y a un vrai fardeau à porter cette casquette. Les vrais marins, tous les vrais marins, les bons marins, les marins légendaires, etc., tous ceux qui ont porté la casquette avec fierté, je peux vous assurer qu'ils ont justement tout ce que je vous ai dit, c'était pour eux un point d'orgue. Attendez, parce que le vent tourne. Ok, bon, bah ça c'est très bien, ça nous arrange. Bon, bah voilà, je vais manœuvrer. Mais en tout cas, comprenez que c'est le plus important. C'est vraiment de comprendre que vous endossez la responsabilité et que la responsabilité n'est que votre. Donc, prenez pas un bateau, achetez pas un bateau sans aucune expérience. Vous comprenez bien que, vu tout ce que je viens de dire, c'est dénué de sens. Je vous embrasse, je vous retrouve tout à l'heure. Moi, je vais essayer de manœuvrer. Je vois que justement, on commence à avoir le vent arrière et ça, c'est parfait. Donc, je vais mettre tout en place, retenue de baume et compagnie. Et je vous retrouve tout à l'heure. Bye bye, ciao ciao. Merci d'avoir suivi, merci pour votre écoute. Prenez des notes. Je vous remercie pour votre attention et pensez que ces vidéos-là sont primordiales. Hein. Si vous êtes fan de tout ça, c'est vraiment primordial que vous puissiez cocher toutes les cases les unes après les autres. Je vous embrasse, bye bye, ciao ciao.